jeudi 25 avril. Aujourd'hui à l'émission, une grande entrevue avec le maire de Gatineau jusqu'au 9 juin, M. Daniel Champagne. Bienvenue à Studio Libre. Il y a 2 ans et demi, mon prochain invité était loin de se douter qu'il allait être dans la chaise où il est présentement. Et je ne parle bien sûr pas de la chaise de mon studio, bien sûr. La chaise de maire de la ville de Gatineau. Monsieur Daniel Champagne est avec nous. Bonjour, Monsieur Champagne. Bonjour, merci de l'invitation. Donc, c'est une chaise, dans laquelle vous étiez au courant que ça pouvait se produire. Mais depuis les années que vous êtes en politique, ça ne s'était jamais produit. Donc, est-ce que vous vous disiez peut-être que cette année est la bonne? En fait, on m'a beaucoup sollicité en 2021 pour me présenter à la mairie, que ce soit des collègues en politique, différents paliers, la population générale et tout ça. Donc, il y avait clairement un intérêt à mon égard pour la mairie. Mais j'avais fait le choix à l'époque, en fait en 2017 aussi, mais en 2021 surtout, de dire, moi, je vais passer mon tour. J'aime beaucoup mon travail de conseiller municipal. Je souhaitais continuer à servir les intérêts des citoyens de du versant. Là, Madame Bellil a été élue, me nommée à la tête de l'exécutif, et un rôle que j'ai particulièrement, que j'aime particulièrement, que j'ai aimé particulièrement. Ça me donnait vraiment les coups des franges pour être capable de participer à la chose municipale directement. Donc, j'étais particulièrement heureux de ça. Ceci dit, lorsque Mme Bellil a commencé à envisager l'idée ou à contempler l'idée de quitter la politique pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent, puis elle m'a demandé d'être nommé maire suppléant pour assumer cette responsabilité-là. J'avais une décision importante à prendre. Absolument. C'est-à-dire, est-ce que je souhaite accéder à ce poste-là de façon temporaire ou est-ce que je souhaite accéder au poste de façon permanente puis donc me porter candidat? Après une réflexion avec ma conjointe, on a convenu que on va vivre ça pendant les 4 prochains mois à titre de maire suppléant, maire intérimaire. Parfois, on aime bien dire l'effet maire parce que c'est vraiment temporaire. Puis par la suite, je vais céder mon poste à quelqu'un d'autre. Donc, je ne m'attendais pas à me retrouver dans ce poste-là. C'était pas dans mon plan de travail. Maintenant que j'y suis très heureux. Oui. Parce que, justement, ma prochaine question était, vous avez l'air de vous y plaire. Oui. Et je vous regarde en entrevue, et c'est vraiment quelque chose, vous avez le sourire. Est-ce que c'est justement parce que c'est d'une durée déterminée, vous avez quelques mois, vous dites, je vais le prendre, je vais le faire, je vais l'assumer, mais peut-être pas pour 4 ans, parce que vous avez dit, et ça, à qui voulait bien l'entendre, même de mon souvenir, ça fait 5 ans que je suis ici, et puis ça fait 5 ans que j'entends Monsieur Champagne voudra jamais se présenter, il n'y a pas d'idée sur la mairie, et encore moins même en 2024. Ouais. Mais votre studio est un lieu de confidence, on dirait, mais je vais vous le dire, moi j'aime beaucoup ce travail-là. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est le travail avec les collègues autour de la table du conseil. On a, au cours des dernières semaines, moi j'ai été nommé le 22 février dernier, et on a développé, les conseillers et moi, je pense, une relation de travail vraiment intéressante. Une forme de collaboration que je souhaitais, mais la volonté de l'ensemble de mes collègues à la table du conseil municipal de collaborer à ce niveau-là, c'était inattendu. J'ai toujours priorisé, je continue de le faire et je vais le faire jusqu'à la fin de mon présent mandat. Je priorise la relation avec mes collègues. J'ai dit à mon équipe, quand un conseiller ou une conseillère veut me voir, on libère mon calendrier, puis on ouvre la porte, puis on jase. Donc, dans ce contexte-là, ça semble très, très bien fonctionner. Je m'attendais pas, pour être honnête, je vous parlais de confidence, je m'attendais pas à aimer ça tant que ça. Je suis vraiment très, très heureux dans ce poste-là. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je suis entouré d'une équipe absolument extraordinaire. Je sais que c'est cliché de le dire, mais c'est vrai. J'ai des gens avec qui je travaille qui sont de bonne humeur, qui sont heureux d'être là. J'ai des conseillers autour de la table du conseil qui sont déterminés à faire avancer Gatineau. Puis ce trip de gang-là, que ce soit avec les gens au cabinet, que ce soit avec les membres de l'exécutif ou avec les membres du conseil municipal, c'est vraiment un trip super le fun. Oui. Et je me souviens à une certaine époque où, quand je suis arrivé ici, j'étais journaliste et on était à Masson-Angers pour un conseil de ville. Et il y avait eu, c'était un débat qu'il y avait eu et puis c'était assez houleux. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a commencé à invectiver une des conseillères. Et vous vous êtes levé, je me souviens, avec
un ton très, très ferme du genre « je n'accepte pas ça dans mon conseil ». Et je me suis dit « mon Dieu, c'est pas ce que j'avais comme représentation ». Donc, vous êtes fier de votre gang et puis vous la protégez aussi. En fait, puis merci de rappeler cet événement-là parce que c'est un événement effectivement qui m'avait frappé. Les politiciens, c'est des gens qui se donnent, c'est des gens qui quittent leur emploi, souvent plus payant que leur emploi de conseiller municipal, je vous le confirme, qui font le choix de servir, qui font le choix de se rendre à la disposition des citoyens de Gatineau. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on devrait les insulter. On peut contester les choix politiques. Et moi, je suis tout à fait en faveur de cette contestation-là. Moi, j'aime la relation avec les citoyens. Quand les citoyens sont pas d'accord avec moi, je trouve ça le fun, puis ayons le débat. Mais de là à tomber dans l'insulte, moi, je n'accepte pas ça. Et donc, je vais toujours protéger les intérêts des collègues autour de la table. Je vais souvent être en désaccord avec eux. Je vais avoir des débats rigoureux, mais je vais surtout me battre pour qu'ils aient le droit d'exprimer leur opinion, puis qu'ils aient le droit d'avoir des divergences d'opinion. Donc, dans ce contexte-là, je le faisais comme président du conseil, puis je continue certainement de le faire à titre de maire. Oui. Je me souviens aussi de certains événements. Bon, il y a eu des débats, il y a des gens qui se sont... parce que ça fait partie de la chose publique, la chose municipale, de débattre. Souvent, on voit le conseil et tout le monde accepte ça. Bon, OK, c'est pratiquement une lecture biblique, j'allais dire. On est dans une église. Mais c'est vraiment, bon, OK, telle chose, blablabla, attendu que, et blablabla, OK, tout est accepté. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'en arrière, on me disait que souvent, il y avait des débats et que le ton pouvait être assez ferme sur certaines idées. Comment est-ce qu'on fait pour arriver en consensus? Parce que ça fait aussi partie du travail municipal. Il faut, à un moment donné, statuer sur certains règlements, sur certaines demandes qui nous ont été faites, là. Le maire est avant tout un représentant de son conseil municipal, un représentant des citoyens, bien sûr, un représentant de la corporative qu'est la ville de Gatineau, mais aussi et surtout un représentant de son conseil municipal. Moi, je n'ai jamais de problème. Je vais vous donner l'exemple du colistier qu'on a récemment prouvé au conseil municipal. Moi, j'ai aucun problème de me présenter devant un micro par la suite, même si je n'ai pas appuyé la démarche, pour dire, ben voilà, la décision a été prise par le conseil. Je respecte la décision du conseil. Ça peut être une bonne nouvelle. Voici pourquoi, etc. Comment on atteint ce consensus-là? C'est par le respect de la décision qui est prise par le conseil municipal. En d'autres mots, moi, quand je débat, puis je vous assure que les débats, vous faites référence aux débats hors caméra, on va les appeler comme ça. Ces débats-là sont souvent les débats les plus intéressants. C'est-à-dire le mardi, par exemple, en fin de journée d'une comité plénier, on se réunit dans le salon des conseillers et c'est là qu'on échange sur voyons donc, qu'est-ce que tu dis là aujourd'hui, puis aussi tu t'en vas avec ça et tout ça. Mais toujours dans le respect, de façon rigoureuse, mais dans le respect. Pour moi, ça, c'est la base fondamentale. À partir du moment où ce débat-là se fait dans le respect, puis qu'une majorité des membres du conseil qui souhaitent prendre une direction, moi, je vois dans mon poste de maire la responsabilité de porter cette décision-là, que j'y sois d'accord ou pas. Quand je le fais comme ça, les décisions qui suivent par la suite, même si les gens sont pas d'accord avec moi, ils vont débattre de façon respectueuse aussi. Donc, ça va des deux sens. Et c'est comme ça, à mon avis, que malgré la rigueur des débats, ces débats rigoureux et vigoureux, malgré les prises de position fermes à bien des égards, à la fin de la journée, respectons la décision d'une majorité des membres du conseil. Les citoyens vont en sortir gagnants, le conseil va en sortir gagnant, le maire va en sortir gagnant aussi. Quand on est à la tête d'une municipalité, bon, évidemment, vous avez aussi, le district du Versant, qui est votre district auquel vous avez été élu, mais à un moment donné, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut se pencher, notamment, je pense à l'est de la ville et l'ouest de la ville. C'est bizarre parce que je faisais l'analyse, et puis de Aylmer à Buckingham, il y a vraiment une différence notable dans les situations des gens. On va en parler d'ailleurs des grands dossiers. Ça doit être difficile de venir essayer, je dis bien le mot essayer, de créer, exemple donné, un règlement qui va être bon pour tout le monde et qui tient compte de toutes les réalités de Buckingham-Masson-Angers à Aylmer. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, je sens que ma responsabilité... Moi, premièrement, les citoyens du Versant vont toujours être les citoyens
pour moi, les plus importants, bien sûr. C'est mon district. Ce sont les gens qui m'ont choisi à plusieurs reprises. Et dans ce contexte-là, je suis reconnaissant envers eux de cette confiance-là. Donc, pour moi, c'est naturellement le district du Versant. C'est le plus beau de Gatineau, bien sûr. Par contre, sur la représentation comme telle, dans le rôle que j'occupe actuellement, je sens que j'ai une responsabilité de comprendre et de représenter adéquatement les valeurs d'Est en Ouest. Il y a des valeurs communes à Gatineau. L'entraide, la valeur de communautaire, elle est extrêmement forte, la valeur communautaire à Gatineau. Que ça soit à Aylmer, que ça soit à Buckingham, à Masson-Angers ou au centre de la ville, cette valeur-là, elle est... Donc moi, j'ai pas de difficulté à les porter. Ceci dit, dans l'est de la ville, par exemple, vous avez 2 excellents représentants qui sont déterminés à faire avancer leur dossier. Je pense à M. Edmond Leclerc et à M. Mario Aubé, qui défendent rigoureusement, encore une fois, le mot du jour, rigoureusement les intérêts de l'est de la ville, M. Lessard aussi dans le secteur Templeton. Dans ce contexte-là, moi, je sens la responsabilité de me placer à l'écoute et d'assurer non pas une égalité de distribution, mais une équité. Et la distinction est importante, parce que de dire qu'on va être égal, c'est-à-dire on va investir exactement les mêmes sommes partout, c'est pas vrai. Mais de comprendre les besoins de tous et chacun dans une perspective de grande ville, ça, moi, je sens que c'est ma responsabilité, c'est mon travail, c'est ma job de faire ça. Maintenant, en étant à l'écoute de mes collègues qui représentent l'Est, l'Ouest ou le centre de la ville. Parce qu'il y a effectivement, on parlait du centre-ville cette semaine au conseil municipal, il y a l'élément du centre-ville, mais il y a des pôles urbains incontournables. Buckingham, là, les gens sont fiers de leur secteur. Absolument. Les gens de Masson-Angers, là, lorsque j'ai eu la chance de participer à un événement avec Mario Aubé, l'illumination cet hiver, oui. il y avait un énorme sentiment communautaire, un énorme sentiment de fierté de leur district. Il faut célébrer ça. Alors ça appartient aux gens de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Ce sentiment d'appartenance-là, là, il ne doit pas diviser, il doit réunir, il doit unir. Et dans ce contexte-là, quelles sont nos valeurs que l'on partage? Je reviens aux valeurs communautaires. La valeur de notre attachement à notre secteur peut aussi être une valeur à l'attachement de l'ensemble de la grande ville. Et c'est comme ça, je pense, qu'on réussit à créer un sentiment d'appartenance, non seulement à notre petit coin, là, mais à notre ville aussi. Parlant de sentiment d'appartenance, et je l'ai mentionné un peu plus tôt, le transport en commun, c'est un gros dossier et je pense que ça va être un gros dossier avec la fameuse nouvelle taxe qui s'en vient. Et d'ailleurs, bon, je vais en parler un peu avant que les autres villes se prononcent. Et là, les autres villes du coin de Montréal commencent à lever le drapeau et dire, écoutez, là, on peut pas faire une taxe comme ça. Bon, ici, à Gatineau, on a parlé de 90 $. C'est un montant qui a été lancé, que vous avez d'ailleurs questionné aussi il y a quelque temps. Mais là, du côté de Montréal, on parle au-dessus de 200 $. Oui. Donc, le transport en commun, est-ce que ça devient une denrée qu'on est capable de se payer collectivement? Et qui doit payer la facture? Bien, premièrement, vous me permettrez d'apporter une correction. Les grands arrondissements dans Montréal, le secteur, la ville de Montréal et les arrondissements dans Montréal se pose des questions sur l'ampleur de l'investissement, mais je ne pense pas que personne ne remet en question la taxe sur l'immatriculation. Okay. Certains vont dire 220 $, c'est-tu trop? Nous autres, on disait 90, c'est-tu trop? Donc, dans ce contexte-là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui remettent en question la pertinence de l'écofiscalité. Ça, c'est la première chose. Sur la question du transport en commun comme tel, une ville prospère, ce n'est pas une ville où les gens défavorisés ou les pauvres de la société ont une voiture. C'est une ville où les riches utilisent le transport en commun. Le transport en commun, c'est une richesse pour une municipalité à bien des égards. En matière environnementale, vous savez que le premier pollueur d'une ville, c'est les voitures. Oui. Donc, il faut mettre en place des initiatives, entre autres par des mesures de financement d'écofiscalité, comme on a fait, qui viennent faire en sorte qu'on va venir bonifier notre service de transport en commun. C'est fondamental. Parce que on peut bien mettre en place un plan climat, là, puis faire toutes sortes d'initiatives, mais il faut concrètement qu'on vienne mettre en place des initiatives, qu'on mette en place des plans d'action qui viennent attaquer de front la nécessité de réduire nos gaz à effet de serre. Et ça passe par une bonification du transport en commun. Ceci dit, là où il y a un risque politique, je vais l'appeler comme ça, c'est que le politicien qui est en place au moment où on commence à faire ces choix-là, jusqu'à ce qu'on ait venu bonifier suffisamment le transport en commun, là, il y a un vide qui s'installe, qui est politiquement... Et souvent, il peut payer pour, là. Les politiciens vont payer sûrement le prix pour ça. Moi, j'ai déjà annoncé que c'était mon dernier mandat. Je ferai la même décision, même si je sollicitais un autre mandat. Mais moi, je pense qu'il faut
continuer d'investir dans notre transport en commun, non seulement pour assurer son maintien, mais pour assurer aussi sa bonification, pour faire en sorte que tous les gens d'est en ouest de la ville aient un service qui est suffisamment accessible, qu'ils puissent utiliser le transport en commun et faire le choix de laisser de côté une seconde voiture. Quand je regarde souvent passer certains autobus à certaines heures hors pointe, disons, il y a quand même peu de gens. Bon, moi, j'habite dans la fin de la ligne et il y a peu de gens qui l'utilisent, mettons, par exemple, à 10 heures le soir, 11 heures le soir. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en termes d'économie de coûts, une grande révision à avoir sur les lignes, sur les fréquences, au lieu de dire on va mettre de l'argent pour en mettre plus, est-ce qu'on pourrait pas le faire peut-être? Et là, c'est à déterminer mieux. Oui. Certains diront que les changements climatiques n'existent pas parce que, ou le réchauffement planétaire n'existe pas parce qu'il a fait froid cet hiver. Vous savez, il faut pas tomber dans la perception. Les autobus vides, à bien des égards, sont en transit dans certains cas. Il faut certainement mettre en place une planification suffisamment rigoureuse pour optimiser notre service de transport en commun. Okay? Ça, moi, j'en conviens. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les autobus vides, qu'on ait une offre davantage intéressante? Mais pour remplir ces autobus vides-là, il faut créer des incitatifs à l'utilisation du transport en commun. Le fait de demander 90 $ dès 2026 sur la taxe d'immatriculation va pas faire en sorte que les gens vont vendre leur seconde voiture, mais va certainement faire un premier pas vers ça. Donc, il faut faire les deux. Il faut planifier adéquatement notre réseau de transport pour favoriser le transport collectif, puis en même temps, dans cette planification-là, il faut voir comment on est capable d'optimiser. Il y a plusieurs personnes qui, par exemple, vont faire la proposition de dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des autobus plus petits à certains secteurs ou à certains temps de la ville? C'est pas simple comme ça, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on doit envisager. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, faciliter le service en disant je peux juste prendre ma carte de crédit, à rentrer dans l'autobus, ça coûte 3 ou 4 $. Je pense que c'est 4 $ maintenant, 4 $, et là, on prend l'autobus, etc. Donc, tous ces mécanismes-là, il faut les mettre en place. Maintenant, pour cette optimisation-là, puis pour créer cette offre de service-là, pour que les services soient les autobus soient moins vides, donc les gens l'utilisent, bien, ça prend du financement, ça prend de l'argent, et c'est pour ça qu'on met en place des mécanismes comme ceux-là, puis c'est pour ça que la Ville de Gatineau va utiliser 10 % de son budget annuel pour le service de transport en commun. La Ville de Gatineau a un peu plus de 20 ans comme grande ville unie de Buckingham-Massonger à Aylmer. Elle est à maturité, si on peut dire. Est-ce qu'on a un certain poids quand on va parler haut et fort à Québec notamment? Parce qu'on parle souvent, Montréal, Longueuil, Laval, Québec, un peu Sherbrooke. Mais Gatineau, moi qui viens de la région de Montréal, souvent on n'en entendait pas parler. Est-ce que ça a changé depuis que Gatineau est devenue cette ville-là, quand même, qui a pas loin de 300 000 habitants? Est-ce qu'on a un poids certain quand on va à Québec puis qu'on dit on a une réalité qui nous appartient, qui est propre, notamment au système de santé? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on nous entend? Lorsque je voyageais à Montréal ou à Québec dans les années 90, quand les gens me demandaient d'où je venais, je disais d'Ottawa. Moi, je suis d'Ottawa, donc les gens connaissaient mal Gatineau. Et on en parlait d'ailleurs, Ottawa, c'était... On avait presque honte. Oui, mais c'est ça, on est un peu gêné de dire on vient de Gatineau, on vient de Hull, d'Elmer, quoi que ce soit. Tout ça a changé. Le poids politique, le poids social de Gatineau a évolué grandement depuis sa création en 2002. Je vous dirais que la présence de Gatineau, elle est remarquée. Je vais donner l'exemple j'ai créé un groupe lorsque j'étais président de conseil, le regroupement des présidents de conseil des grandes villes. Et on a fait des revendications auprès de Québec et c'est Gatineau qui portait ça. Au sein de l'Union des municipalités du Québec, Gatineau a une grande portée. On sent qu'on est reconnu pour les initiatives qu'on met en place. Je vous donne l'exemple du comité choc qu'on a mis en place en logement. Là. Les gens nous regardent, les gens nous posent des questions. Donc, Gatineau est en train de prendre sa place à vitesse grand V. Ça, je vous le confirme. Là. On n'est plus... Moi, quand je vais à Québec maintenant, même si l'année dernière, j'étais au Saguenay, partout où je vais maintenant, je dis que je viens de Gatineau, puis il n'y a personne qui remet ça en question. Tout le monde connaît bien Gatineau. Une fois qu'on a dit ça, par contre, je vous dirais que on doit continuer à travailler mieux sur l'identité gatinoise.
On sent encore une fois aujourd'hui... Qui sommes-nous? Oui, qui sommes-nous? Cette identité-là, il faut la définir. Même, j'irais plus large que ça, je souhaiterais inclure l'ensemble de l'Outaouais. Qui sommes-nous en Outaouais? Moi, une phrase que j'aime bien dire, j'étais responsable du dossier vélo quelques années passées. Puis rappelons qu'en 2019, l'organisme People for Bike, qui est un organisme la plus importante en vélo au monde, a reconnu Gatineau comme étant la 3e ville vélo au monde et la première au Canada. Personne n'en a parlé de ça. Donc, notre identité passe un peu par la valorisation de ce qu'on a à offrir, en termes touristiques, entre autres. Je vous dirais que la phrase que j'aime bien dire, c'est qu'à Gatineau, on peut se coucher tard, mais c'est avant tout une ville où on se lève tôt. On a une offre touristique, vélo, course, sport, loisirs, extrêmement intéressante. Donc, je pense que le défi qui demeure à ce jour aujourd'hui, c'est que nos propres citoyens s'accaparent ce sentiment d'appartenance-là, puis qu'ensuite ils deviennent, qui se propagent sur l'ensemble des citoyens. Il faut que ça soit contagieux. Et ça passe par notre identité gatinoise. Alors, on le sent maintenant que quand je vais à l'Union des municipalités du Québec ou quand je vais dans d'autres grandes villes, puis je rencontre non seulement des politiciens, mais des citoyens, on connaît Gatineau maintenant pour toutes sortes de bonnes raisons. Maintenant, il faut que les Gatinois eux-mêmes aient le sentiment d'appartenance nécessaire pour être capable de vendre notre grande ville. Ça, c'est pas acquis encore, je vous dirais, mais l'identité gatinoise, ça devrait être une des priorités au cours des prochaines années pour le conseil municipal. Je le souhaite en tout cas. Un autre grand dossier est celui de l'itinérance, bien sûr. On a eu un sommet le 17 et 18 avril dernier et tous les intervenants se sont réunis pour discuter de comment on pourrait faire pour que ce soit plus facile, plus simple d'aider les gens, les itinérants à retrouver soit un travail, un logement et compagnie. Et donc, j'avais un intervenant ici qui me disait, il y a certaines petites choses qui font qu'à un moment donné, ça met des freins ici et là. Donc, j'imagine que, encore là, pour le prochain ou la prochaine qui va être là, c'est un grand dossier pour les prochaines années. Ces gens-là, ce sont nos citoyens. Ce sont des citoyens à part entière de la ville de Gatineau. À partir du moment où on crée un sentiment de « il y a eux, il y a nous », là, ça fonctionne pas. Il faut reconnaître ça. Première chose. Deuxième chose, la ville de Gatineau doit agir à titre de partenaire dans la situation de l'itinérance et c'est ce qu'on fait de façon active. On a même choisi d'investir plusieurs millions de dollars pour des logements de transition qui vont être créés éventuellement. On a travaillé en partenariat avec un partenaire privé pour mettre des tentes, etc. Mais cette situation d'itinérance-là, il doit y avoir un boss. Il doit y avoir quelqu'un qui run ça, là, toute cette patente-là. Là, OK? Puis malheureusement, là, actuellement, il n'y a personne qui prend ses responsabilités. En fait, tout le monde prend une part de responsabilité. Mais vous savez autant que moi que quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Alors, dans un contexte comme celui-là, il faut identifier quelqu'un qui soit à la tête de tout ça pour être capable de mener à terme des initiatives qui vont réduire le niveau d'itinérance. La ville de Gatineau est de plus en plus revendicatrice envers le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial est hésitant à prendre ses responsabilités. Donc, nous, on va les prendre, nos responsabilités. On va assumer un rôle de leadership dans la situation de l'itinérance et c'est ce qu'on fait en ce moment. Quand on a, par exemple, fait une entente avec le promoteur d'Evcar, tous les indicateurs nous disaient de ne pas faire quelque chose comme ça, mais nous, on est conscient que ces gens-là sont en situation précaire et on doit les aider. Donc, on s'est mis d'accord avec un code de vie qui entoure ça, etc. Ceci dit, le plus grand défi en matière d'itinérance actuellement, c'est que le visage de l'itinérance change. Il change beaucoup, ce visage-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logement. Le visage de l'itinérance, quelques années passées, c'était quoi? C'était quelqu'un qui avait des problèmes sociaux ou qui avait des problèmes de consommation. Consommation, exactement. Alors, à partir du moment où on croisait quelqu'un qui est en situation d'itinérance, le jugement, on stigmatisait à bien des égards, on disait, lui, il consomme ou quoi que ce soit. Bon, toutes sortes de préjugés comme ceux-là. Malheureux, mais des préjugés qui existaient. Aujourd'hui, ce visage-là a changé. Moi, j'ai croisé un papa avec son enfant qui avait une dizaine d'années qui pliait sa tente le matin, là. Et à la question, qu'est-ce qui se passe, là, la réponse, c'est j'ai juste pas de logement. Donc, la réponse, elle est à bien des niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut que les gens qui sont responsables
du bien-être social au sens large prennent leurs responsabilités, à l'occurrence ici le gouvernement provincial, et on revendique largement à Gatineau pour qu'ils prennent ces responsabilités-là. Nous, on continue d'agir à titre de partenaire. Deuxième chose, on doit construire du logement. Mm-hmm. Quelqu'un qui est en situation d'itinérance, là, c'est parce qu'il n'y a pas de toit. C'est parce qu'il n'y a pas de maison. Pas de maison abordable aussi, pas de logement abordable. Il n'y a pas d'endroit à rester. Imaginez, là, du jour au lendemain, vous, dans une situation précaire, vous demeurez quelque part dans un appartement, puis la personne décide de dire, ben moi, finalement, je vais rénover, je vais louer ça pour mon père, ma mère. Donc, vous expulse de l'appartement. Vous êtes dans une situation précaire parce que rappelons-nous qu'en 6 ans, depuis 2019, donc en 5 ans, le loyer moyen a augmenté de 600 $ à Gatineau. Là. Ça, c'est 7 200 $ par année. De plus. De plus. Quelqu'un qui est en situation qui gagne un salaire minimum, c'est une catastrophe pour ces gens-là. Absolument. Donc, nous, la réponse doit passer par l'intégration des différents partis à la gestion de la situation d'itinérance, mais aussi et surtout à la création de logements. C'est une des raisons pour laquelle on a créé le comité Choc. Cette année, par exemple, on va mettre en chantier, si tout va comme prévu, 700 unités de logement social et abordable dans le cadre de différents programmes. Donc, c'est passé, mais c'est un pas dans la bonne direction. On le sait que toute municipalité qui se retrouve à un taux d'inoccupation de moins de 3 % doit agir de façon urgente. Et la ville de Gatineau est à 1,1 % actuellement. Donc, il y a une bonne volonté de la part de notre gouvernement provincial de travailler. On a entendu le gouvernement fédéral aussi annoncer des sommes importantes en matière de logement. Mais Gatineau, encore une fois, dans sa particularité, malheureusement, le 2x4 à Gatineau, il coûte 17 % plus cher qu'ailleurs au Québec. Donc, les promoteurs qui ont de bonne foi veulent faire du logement social, à la fin de la semaine, là, ça n'arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des leviers réglementaires pour venir appuyer ces gens-là. Et nous, à Gatineau, on agit en ce sens-là. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir ce matin, Monsieur Daniel Champagne, maire jusqu'au 9 juin, à moins que vous changiez d'idée. Il reste encore jusqu'au 10 mai pour se présenter. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup encore une fois. Merci de votre accueil. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 25 avril de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité aujourd'hui, M. Daniel Champagne, maire de Gatineau. Et je voudrais aussi vous rappeler que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube à laquelle vous vous abonnez en grand nombre et on vous en remercie. On a aussi notre page Facebook qui est disponible et tout ça, c'est au nom de TVC Basse-Lièvre, très facile à trouver. Et on se revoit, nous, la semaine prochaine pour un autre Studio Libre. Bonne fin de semaine!